Bonsoir. Je dirais en quelques mots les raisons de la réunion de ce soir qui se place sous l'égide de l'école de la cause freudienne, ce qui n'est pas l'habitude en ces lieux. Elle est heureusement flanquée de la règle du jeu, dont c'est le lieu régulier pour tenir ces séminaires, animé par Alexis Lacroix, qui nous fait le plaisir d'être ici, et aussi par ce blog qui s'appelle Lacan quotidien. Pourquoi sous cette égide recevoir Bernard-Henri Lévy? Rencontrer Bernard-Henri Lévy, l'entendre, l'interroger, il est aujourd'hui banal de le désirer. Je dirais que tout le monde en France et ailleurs y aspire, car il est aujourd'hui, je fais sa place à ça, un personnage unique, hors norme, et je crois sans vrai précédent dans le passé. Quel personnage! Les mots ne manquent pas pour le dire, et justement ils sont trop nombreux. Il le remarque lui-même avec humour. Courrier, officier de liaison, estafette, j'aurais tout fait. Et son ami, Carlos Fuentes, ajoute chef de guerre, ministre bis, chroniqueur, conseiller, jusqu'à dire qu'il joue à lui tout seul tous les rôles de la commedia dell'arte. En effet, il aura été aussi écrivain public, c'est son expression au service des insurgés, provocateur de désir auprès de chefs d'État, Nicolas Sarkozy, Abdoulaye Wade, impresario des chefs de rébellion, leur avocat dans la presse en régime d'opinion, comme il s'exprime, tout sauf cireur de bottes en politique, selon l'expression de Marcel Aimé, car il le souligne dans cette aventure, il ne s'est autorisé que de lui-même, formule qui vient directement de Lacan. Il s'est autofinancé, il n'a pris ses instructions auprès de personne, et il souligne même qu'il en sort libre comme l'air. Cela dit, il y a ce livre qui s'est écrit au fil des jours, en parallèle, doublant incessamment son action et manifestant qu'elle était, si je puis paraphraser Mallarmé, faite pour aboutir à un beau livre. Et ce sera demain, si j'ai bien compris, un film. Donc, il n'est personne qui ne s'interroge, qu'est-ce qui fait courir BHL? Quel est le désir de cet être singulier? Et cette question est très légitime. Partout, sauf ici, dans cette réunion convoquée par une école de psychanalyse. Car ce n'est pas dans un tel cadre que nous interrogeons un sujet sur son désir. C'est dans un cadre beaucoup plus restreint, de l'un à l'autre. Donc, dans mon esprit, mais nous ne nous sommes pas concertés, ce n'est pas le personnage que nous avons invité pour converser avec lui. Ce n'est pas non plus l'écrivain, ni même l'aventurier. C'est plutôt le philosophe, et précisément
un philosophe qui a de la politique une expérience unique dans l'histoire de la philosophie, une expérience étendue, variée, qui dure depuis des décennies et sur laquelle il a médité. Autrement dit, ce dont il s'agira d'abord, c'est de la politique comme objet de pensée. Et je dirais en quoi la politique comme objet de pensée importe éminemment aux psychanalystes. Ceci paraît bien abstrait, alors que le livre auquel cette aventure a abouti est une narration littéraire, un journal d'ampleur et de tonalité carnavalesque, qui fourmille d'anecdotes, qui ont leur saveur en elles-mêmes, mais il me semble qu'elles prennent sens d'une structure qu'il s'agit d'éclairer avec l'auteur. De plus, la question de la politique comme objet de pensée n'est pas étrangère à ce livre. Elle y est explicitement posée. Je vous renvoie aux pages 319-320 du livre. Il y a une thèse de BHL sur la politique, sur ce qu'il appelle le lieu de la politique. Il dit, je le cite, que c'est un lieu de contingence et de rencontre. Un lieu obscur, opaque, sur lequel il pose la question, n'est-ce pas un lieu en tant que tel hostile à la pensée ? Et une page plus loin, il affirme, la politique est toujours de l'ordre de l'opacité, elle est défaite obligée de l'intelligence. Il y a une incise, défaite obligée en partie de l'intelligence. Ça, c'est la thèse A. Il y a une thèse B, qu'on trouve un peu plus loin dans le livre, page 441. Et c'est la thèse suivante, je le cite, « La politique a des lois ». J'ai presque envie de dire des théorèmes. Il y a un écart entre la thèse A et la thèse B. Et pour moi, c'est là que s'inscrit le débat de ce soir. C'est un débat qui est requis par Bernard-Henri Lévy lui-même. Et là, je le cite, page 321, quand il évoque les jours, il y en a, apparemment, où il n'en peut plus, de ce monde insaisissable où je ne sais plus qui dit la vérité, qui ment, il se demande, et si ce qui se dérobe à ma prise, c'était le réel même, le réel au sens de Lacan, le réel de la politique. Eh bien, ce n'est pas en vain que le nom de Lacan est ici évoqué, et c'est une référence qui est cohérente avec les deux aspects de la politique qui apparaissent dans le fil de ce livre. Le niveau où la politique est un réel sans loi, sous le régime de la contingence et de la rencontre, et le registre où la politique a des lois, et puisqu'on parle de théorème, est formalisable. Or, dans la psychanalyse, précisément, la politique est formalisée. Et d'une façon qui rend même compte du niveau où elle se présente comme sans loi. Freud a abordé les formations collectives par le biais des institutions et il a dégagé comme leur armature une fonction dont le rôle lui est apparu
dans l'expérience de la psychanalyse, à savoir l'identification. Et à considérer, si nous amplifions son propos, que le ressort de la politique, c'était l'identification, de la même façon que se révèle dans l'expérience d'une analyse, que le sujet est déterminé par un certain nombre de choses faites, de choses vues, qui sont finalement des choses dites, et que ces éléments sont déterminants en tant qu'ils capturent un sujet, qu'ils le mènent, et qu'il décide même de son mode de jouir. Et cette capture du sujet, qu'on arrive à isoler dans l'expérience analytique, cette capture, c'est ce que Freud appelle l'identification. Et disons que les éléments qui déterminent cette identification, Lacan les a désignés dans leur plus grande généralité sous le nom de signifiants maîtres. Ces signifiants maîtres qui sont des mots, qui sont des formules, qui sont des images, qui sont, dans le discours de la communication même, des slogans, au fond, parcourent sans rupture de continuité la trajectoire qui va de l'individuel au collectif. Et dans cette mesure, on peut faire, et en tout cas Lacan a fait, un parallèle entre l'inconscient et la politique. Dans une analyse, on doit dégager ces signifiants maîtres qui sont enfouis, alors que dans la politique, ces signifiants maîtres sont en quelque sorte, ceux qui fonctionnent en politique sont en quelque sorte exhibés, sont en quelque sorte à découvert. L'identification y est mise à nu, de telle sorte que la thèse de Lacan, et qui a surprise et qu'on a mal comprise, c'est l'inconscient, c'est la politique. Et en tant que l'inconscient comme la politique sont accrochés à des signifiants maîtres qui déterminent des identifications. Et c'est ce que Lacan a formalisé sous les espèces de ce qu'il a appelé le discours du maître. Eh bien, il s'ensuit que les remaniements que subit le discours du maître au niveau collectif retentissent immédiatement au niveau individuel. Et je dirais au niveau de la cure analytique. Et c'est pourquoi nous ne nous intéressons pas seulement à la politique en tant que les psychanalystes sont des citoyens, mais en tant que les psychanalystes sont des psychanalystes. Et qu'ils ont à être au fait de la façon la plus proche des remaniements que connaît le discours du maître. Et c'est à ce titre, en tout cas pour ma part, que j'ai souhaité pouvoir interroger celui qui est à la pointe de cette expérience, à savoir Bernard-Henri Lévy. Prenons cela aussi bien comme une grille de lecture de son journal, qui est le journal d'un événement qu'il écrit avec un grand E, page 158, et dont il dit que c'est un opérateur de vérité, un révélateur d'inconscient politique. Donc je vais y revenir aux questions que je voudrais, pour lancer notre conversation, poser à Bernard-Henri Lévy. Au fond, on dit révolution arabe, on n'est pas très sûr que ce sont des révolutions, mais ce qui apparaît certain, c'est que les signifiants maîtres en fonction dans le monde arabe, ceux qui sont désignables d'un nom propre,
Ben Ali, Moubarak, Kadhafi, Al-Assad, ces signifiants maîtres en fonction ont été soudainement frappés d'obsolescence. Et je crois que vous avez montré une extrême sensibilité à ce soudain désamour. Et dans un livre qui est prodigue en doute, vous ne les cachez pas, il y a au fond une certitude qui est affirmée du début jusqu'à la fin, c'est fini pour Kadhafi. C'est-à-dire, vous dites d'ailleurs au début que vous vous dépêchez d'arriver sur place parce que vous craignez de manquer la chute du tyran. Et même quand ça tire en longueur, au fond, vous ne cessez pas, vous ne vous désistez pas de votre diagnostic, à savoir que ces signifiants maîtres ne sont plus capables de capturer les sujets en Libye, si je puis traduire ça dans notre jargon. Donc, une certitude. Et alors s'ouvre un champ de compétition dont je pense que nous avons, en tant que psychanalyste, beaucoup à apprendre. Une compétition entre, pour simplifier, le signifiant maître nouveau, qui a l'air d'être un signifiant maître d'importation, la démocratie, et le signifiant maître antique et même immémorial que nous épinglons, nous autres en Occident, du terme de charia, mais qui se retrouve bien sûr dans leur discours. Et donc, là où il semble qu'il y ait un ou bien, un affrontement polaire, vous apportez une leçon capitale concernant les remaniements contemporains du discours du maître, quand vous contredisez Huntington sur le choc des civilisations. Je renvoie à la page 313 de l'ouvrage. J'aime beaucoup que vous disiez, d'ailleurs là j'ai noté cette page et je me permettrai de la citer parce qu'elle me semble capitale. Ou bien on croit que les espaces civilisationnels sont des blocs, qu'ils sont fermés sur eux-mêmes, cohérents, tout d'une pièce, ou nous pensons que les civilisations communiquent, s'interpénètrent, se contaminent, se parlent. C'est d'autant plus frappant que nous, dans notre mathématique, si je puis dire, puisque vous parlez de théorème, ces signifiants maîtres, nous les écrivons en abrégé avec un grand S et un 1, pour marquer la primauté de ces signifiants. Et vous dites, au fond, les civilisations sont les nombres premiers du débat idéologique. Autrement dit, mais vous, ce que vous apportez, c'est vous ne croyez pas à la compacité du signifiant maître. Et là, pour moi, s'illumine un mot de Lacan, qu'il avait dit en passant, justement parce qu'il utilisait cette expression pour le signifiant maître de S-saint, les saints, et il l'écrivait E2S-A-I-M, pour marquer que, précisément, comme un essaim d'abeilles, il y a une multiplicité. Et au fond, ce qu'on apprend en lisant votre livre, c'est que les signifiants maîtres forment un ensemble mixte. Enfin, on apprend beaucoup d'autres choses, on prend du plaisir, ça se lit bien, si je puis dire, mais ce qu'on apprend au niveau où je prends la question, c'est que les signifiants maîtres sont un ensemble où cohabitent des éléments divers, d'époques différentes, que ça n'est pas un unifié, que c'est un ensemble inconsistant logiquement. Et donc, il y a là une ouverture vers la contingence. Ça n'est pas déjà écrit. Et là s'ouvre un certain nombre de questions, que je peux en poser quelques-unes, mais certainement il y en aura d'autres. Qui est d'abord sur votre objet, quel est l'essaim libyen ? Quelles sont les composantes de cet ensemble ?
En Égypte, tous les observateurs ont signalé le rôle de l'objet de consommation, de l'objet électronique et des pratiques qu'il impose. En Libye, il m'a semblé qu'on ne voyait rien de semblable, bien que vous signalez l'importance de la rupture des communications électroniques entre Benghazi et Tripoli. Alors que la composante démocratique paraît faible, et la composante islamique beaucoup plus en évidence. Et donc, c'est ma première question, limitée au lieu où vous avez connu cette aventure et à cette guerre sans l'aimer. Peut-être que je m'arrête là pour vous permettre d'y répondre. Je voudrais vous dire d'abord ma très grande émotion d'être ici ce soir, accompagné de ceux qui sont à cette table. Éric Laurent, que je connais peu, mais que je lis depuis longtemps et beaucoup. Anaëlle Leibovitz, cette jeune fille qui a l'âge de mes enfants, de ma fille, et qui fait partie de ces jeunes gens avec lesquels j'ai le sentiment, depuis que je l'ai rencontré, de faire cause et langue commune, ce qui n'est pas absolument ordinaire. Et nous nous en sommes donnés mutuellement de nombreuses preuves ces dernières années. Mon petit camarade, comme on disait du temps où l'école normale était grande, Alexandre Adler. Nous nous sommes connus... Non, il est à ma droite. Et puis, comme toujours. Non, pas à l'époque. À l'époque, il était à ma gauche, d'ailleurs. Il était à ma gauche, si, il était à ma gauche. Alexandre Adler, qui a été, dont j'ai des souvenirs tout à fait extraordinaires. Il était comme il est aujourd'hui, avec cette science, ce puits de science et de mémoire, ce puits d'exil et de mémoire qu'il était déjà lorsque nous sommes entrés la même année rue d'Ulm. Et qu'il soit ici aujourd'hui me fait vraiment un plaisir infini. Et puis, deux personnages dont un certain nombre d'entre vous savent évidemment ce qu'ils signifient, ce qu'ils ont porté, ce que leur nom a porté dans les 4 dernières décennies, mais peut-être pas tous. Jacques-Alain Miller et Jean-Claude Milner. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers de notre jeunesse et de notre histoire, j'aimerais rappeler que Jean-Claude et Jacques-Alain étaient, dans nos années normaliennes, un peu plus âgés que nous, ils avaient 3 ou 4 ans de plus que nous, étaient véritablement des princes du savoir. Ce que, pour ma part, j'ai rencontré dans l'ordre de l'esprit de plus impressionnant. Ils étaient tous deux légendes vivantes. Ça arrive à 18 ans, à 19 ans. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous êtes un certain nombre ici à savoir de quoi je parle. Le temps des cahiers pour l'analyse, le temps des séminaires de Lacan. Et je tiens à saluer aussi, et sa présence, pour une raison que je vais dire, m'importe aussi au plus haut point, la présence de Judith Miller-Lacan. Donc Jacques-Alain et Jean-Claude, c'est dans ma vie ce qui m'a donné le plus fortement le sentiment du prodige de l'esprit. Voilà.
une sorte de génie précoce. Mais génie et talent, qui chose très rare, parce que le syndrome du génie précoce, en général, tourne mal. Il s'enquiste en névrose. Et puis on en a connu quelques autres, ça ne finit pas bien. Ce qui m'impressionne chaque fois que je retrouve Jean-Claude et Jacques Alain, c'est leur juvénilité inentamée, c'est leur esprit de révolte absolument intact, et c'est leur fidélité absolue, avec la part évidemment de palinodie nécessaire, d'apostasie inévitable, de retournement contre soi qui fait le travail même de la vérité et donc la matière de la fidélité à ceux qu'ils ont été. Ces deux jeunes hommes qui m'ont tant impressionné, avec un troisième d'ailleurs qui aurait pu être là, qui a disparu il y a maintenant 8 ans et qui s'appelait Béni Lévy. Eh bien, je suis donc très très heureux et très ému de les retrouver aujourd'hui. Très ému aussi, cher Jacques Alain et chère Judith, très ému aussi que cette rencontre se déroule dans l'ombre du nom de Jacques Lacan, qui en effet m'importe depuis le tout début, depuis mes premiers pas, depuis mes tout premiers livres, et qui m'importe peut-être plus que jamais, même si plus silencieusement que dans d'autres livres, dans ce livre-ci. Pour aller très vite, parce que je voudrais laisser la parole à d'autres et à Jean-Claude, et c'est l'objet de cette réunion, mais pour aller très vite, le Lacan qui en effet a enseigné à tous ceux qui ont l'audace de penser un peu, qu'on pense avec son désir, et en ne cédant pas sur ce désir. Le Lacan qui nous a enseigné qu'à l'âge de l'abolition des noms, sous la guise de ce qu'on veut, de la foule, du collectif, des bureaucraties, des Quai d'Orsay, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qu'il y a de plus précieux et de plus effectif, c'est la définition, l'affirmation et l'insistance d'un nom. Le Lacan qui nous a enseigné, et qui moi m'a enseigné en tout cas, que le dernier mot dans cette bataille des noms, avec eux-mêmes, avec les autres noms, avec ce réel insaisissable, avec cet opaque de la politique, avec ce lieu de l'obscur, avec ces rois qui sont dans la main de Dieu, comme dit le Talmud, repris sans le citer par Tolstoï, donc dans l'obscurité absolue. Le Lacan qui nous a enseigné que le dernier mot ne saurait revenir au nihilisme. Ce Lacan-là, que voulez-vous? Il m'a inspiré, il a travaillé en moi d'un bout à l'autre de ce livre. Et je ne parle pas seulement de mon nom, naturellement. Je parle aussi des noms indistincts, de quelques-uns des personnages, et parfois les plus mineurs, que j'ai croisés dans cette aventure qui bien souvent n'a consisté en rien d'autre qu'à tenter précisément de les nommer, de leur donner un nom, de les arracher à cet anonymat de la chose, c'est-à-dire à cet anonymat du rien, qui est en effet le règne de la politique, et de ce qui prétend la contrarier, et de la révolution, et des groupes en fusion, etc., etc. Donc pour moi, lorsque Jacques Alain m'a si généreusement proposé
l'hospitalité de Lacan quotidien et de l'école de la cause freudienne, cela m'a semblé être un signe de qui vous voudrez. Et le Lacan aussi, évidemment que je saluais dès mon tout premier livre, dans ma première jeunesse, parce que comme eux, j'en ai eu d'autres, des jeunesses, comme le chasse-canaille absolu, c'est-à-dire le désenchanteur, celui qui, plus que tout autre, en notre temps, nous a appris, comme disait un de ses contemporains, Louis Althusser, je salue Olivier Corpet qui est là, à ne pas se raconter d'histoire. Le Lacan qui, en même temps qu'il nous enseigne que le nihilisme ne peut pas avoir le dernier mot, que l'abolition des noms ne peut pas être l'avenir de l'espèce, il nous dit en même temps que l'issue de la condition humaine, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution finale à l'énigme et au tragique de la condition humaine. Bref, le Lacan désenchanteur. Et ce livre, au fond, il est placé sous deux égides. Un enchanteur, l'enchanteur par excellence, dont le nom revient souvent dans le livre, aux côtés d'autres écrivains, qui s'appelle Chateaubriand. Le Chateaubriand qui devient ministre pour déclencher une guerre et la gagner, et pour écrire les plus belles pages d'un des plus extraordinaires livres de la littérature française, et le désenchanteur Jacques Lacan. Donc voilà, un livre qui est à la croisée de cet enchantement et des noms qui vont derrière, qui vont avec. Byron, bien sûr. Byron affronté à son armée de souliotes, à son armée de mercenaires, sublime et décevant, magnifique et pathétique, pathétique dont il finira d'ailleurs par mourir. Le Malraux, disciple de D'Annunzio, auteur de l'espoir, autre enchanteur qui d'une cause perdue parvient même à faire une cause glorieuse, et puis le chasse-canaille, le désenchanteur Jacques Lacan. Donc, très important pour moi que cette soirée se passe sous la tutelle invisible et visible, à travers vous, de ce nom-là. Et puis très important, bien sûr aussi, et c'est ce qui ajoute encore à mon émotion de ce soir et à ma reconnaissance, à ma gratitude, très important que cette rencontre avec mes petits camarades, sous la tutelle de Lacan, se passe à l'occasion de ce livre, qui pour moi est un livre, en effet, comme vous le disiez en commençant, peut-être plus important que beaucoup d'autres, et même que tous les autres. Parce qu'il rassemble, en effet, tout ce que je viens de vous dire, mes rêves et ce qui les réduit, parce que tous les combats que j'ai pu mener toute ma vie, avec mon ami Gilles Herzog, qui est ici, je ne sais pas où, là, par là, ils sont rachetés, ils sont rédimés par cette bataille gagnée, pour des hommes qui, comme nous, étaient abonnés aux causes perdues, aux batailles naufragées, pour des hommes qui vivaient pendant ces mois de Libye avec en tête les visages défaits des Darfouris, les noms définitivement indistincts des Bosniaques massacrés, les visages effacés des Noubas ou des Érythréens que nous avons tenté d'accompagner à des moments divers de notre existence.
Eh bien, cette guerre de Libye, c'était d'une certaine manière, pour parler comme Walter Benjamin, une sorte de rachat. Pas le nôtre, le leur. Et quand l'aventure se termine, quand nous nous trouvons à Tripoli, avec les chefs d'État britanniques et anglais, nous les voyons eux, Cameron avec son visage de publicité pour bébé Cadom, Nicolas Sarkozy avec cette souveraineté qui s'est emparée de lui, nouvelle. Les chefs libyens qui sont là, bizarrement rajeunis par l'événement, une sorte de bal des têtes proustien à l'envers, une sorte de rendez-vous des personnages, mais non pas vieillis par le passage de l'âge, mais au contraire énigmatiquement rajeunis par l'emprise en eux de l'événement. Mais les visages que nous avons en tête, ce sont les visages défaits de toutes ces victimes oubliées, sacrifiées, que nous avons croisées dans nos vies et laissées derrière nous. Donc pour ça aussi, ce livre est pour moi d'une importance extrême. Et puis il est important pour une dernière raison. Je crois que je suis sûr que je n'écrirai jamais, même quand je serai définitivement vieux, j'écrirai pas de mémoire. Je raconterai pas mon autobiographie. Et je crois que j'ai une raison supplémentaire, nouvelle, de ne pas la raconter, c'est qu'elle est là. Une autobiographie, vous savez, Aristote disait, ça se résume à, pour lui, il naquit, il travailla, il mourut. Pour moi, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, ça se réduit à quelques signifiants, à quelques noms. Et ils sont là. Cette aventure libyenne, elle m'a permis de retrouver, au contact du désert libyen, la figure d'un homme dont le souffle est présent dans la lettre de mon nom, qui était un berger, un conducteur de troupeau illettré, qui m'a fait ce que je suis, qui m'a donné mon nom et qui était mon grand-père. Mort d'une mort étrange, pas une mort de juif, Jacob de Shalom, pas une mort de juif, non. Au contraire, une mort, mais peut-être pas au contraire non plus, une chair minéralisée, une mort au contact de l'infini, une mort sans funérailles, sans putréfaction. Et ce livre, c'est la rencontre avec cet homme, avec ce berger d'Algérie, qui a été retrouvé par ses frères, Maklouf, Yamin et Messaoud, que je cite, que je nomme dans ce livre, et auquel je pense peut-être pour la première fois, à l'occasion de cet événement libyen qui fut aussi un événement intime. Et puis événement intime aussi parce que je retrouve au fil de cette aventure, et même en son cœur, au moment probablement le plus décisif, dans ce nœud très étrange, où se noue l'aventure de mon pays, l'aventure de cette Libye embrasée, toutes ces causes perdues dont nous avons été les témoins désespérés, où tout ça fait un tumulte d'enfer dans nos têtes, Gilles et moi, Marc Roussel qui nous accompagnait aussi, au moment où nous découvrons, d'ailleurs tous les trois, que nous avons en partage, au fond, quelques convictions très simples. L'idée qu'il y a un grand partage chez les humains entre ceux qui croient en l'histoire et ceux qui n'y croient pas, et puis ceux qui croient en la littérature et ceux qui n'y croient pas, et ceux qui croient en la grandeur et ceux qui n'y croient pas.
Là, il y a une figure qui surgit, qui me surprend, qui me prend à revers. Vraiment, comme je la raconte, qui est la figure d'un jeune homme dont je découvre qu'il m'a précédé dans ces lieux où je me trouve, dont je découvre qu'il m'a probablement soufflé les gestes qui sont quelques-uns des gestes qui sont les miens depuis des mois, qu'il m'a soufflé ces gestes fantômes, un jeune homme très charmant, très mystérieux, très héroïque, qui est mon père, et qui m'a précédé dans ces déserts de Libye. Et c'est une des bizarreries de ce livre que de l'avoir fait soudain surgir, là, en moi, dans ma tête, bien sûr, pas dans ma tête. J'ai découvert cela. Donc, pour toutes ces raisons, ce livre est... Voilà, il a cette place tout à fait centrale dans mon existence. Il y en aura beaucoup d'autres, j'espère, mais comme celui-là, rendez-vous de tous ces noms, de tous ces rêves et de tous ces désenchantements, de ce goût de l'aventure et de cette façon de la raisonner et de la tenir, comme dans ce livre, peut-être n'y en aura-t-il plus. Alors, vous me demandez, Jacques-Alain, en effet, il y a trois questions, si je vous ai bien entendu dans ce que vous m'avez adressé. D'abord, c'est vrai, ce livre, il témoigne, mais par-delà le livre, c'est un livre qui, au fond, fait ce que j'ai toute ma vie rêvé de faire, c'est-à-dire un mixte indissociable du dire et du faire. Faire et dire, dire pour faire, faire pour dire. Des mots qui, contrairement à ce que croyait Sartre, par exemple, ne sont pas des petits cercueils, mais sont au contraire la seule façon de rendre vie, de vivifier. Donc ce livre, cette aventure, donc indissociablement de mots et de vie, cette aventure où le verbe n'est pas au commencement mais à la fin, et où il est là pour faire en sorte que la vie ne se mortifie pas. Ce livre tellement juif de ce point de vue-là, bien sûr. Ce livre où il est prouvé, en tout cas pour moi, que la lettre vivifie et ne tue pas. Ce livre, il témoigne d'une définition du travail de la vérité, qui là encore résume probablement tout ce que j'ai essayé de penser et de faire depuis toujours. Je suis un platonicien impénitent, je suis un lévinatien conséquent, je crois à la transcendance du vrai, je crois que de toute sa hauteur, elle surplombe le réel, et je crois en même temps qu'elle ne se dit pas toute, qu'elle ne peut s'approcher que de biais, qu'elle est l'enjeu d'une guerre dans la pensée, et que c'est dans ce nœud-là, non pas Kant avec Sade, mais Platon ou Lévinas avec Nietzsche, je dirais, c'est dans ce nœud-là que le travail de la vérité, que le travail du vrai peut advenir, peut procéder. Et tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, en effet, ces choses invraisemblables que nous avons fait, Gilles et moi, d'écrire des textes pour des chefs libyens,
de les inciter à ne dire la vérité qu'à demi, de leur fabriquer parfois des éléments de langage, et dans le même temps de plonger nous-mêmes dans des doutes vertigineux, proches du découragement parfois, bah, ça témoigne de ça. Deuxièmement, l'inconsistance logique. C'est vrai que ma cible depuis des années et des années, c'est en effet la consistance logique. Huntington, c'est rien. C'est juste un effet de langue de ce fantasme selon lequel les hommes vivraient dans des civilisations consistantes, qui auraient leur ordre éternel, leur machinerie parfaitement huilée, leur mécanique à quoi ne pourrait être retiré un élément ou ajouté un autre sans que l'ensemble ne vienne à périr. Et charia et démocratie, la charia, je n'ai pas attendu en effet la semaine dernière pour m'en inquiéter, je dois m'en inquiéter dès la page 200 quelque chose. Mais charia et démocratie, islam et occident, cette drôle de tambouille qui se fait dans les têtes dont nous sommes les témoins, et parfois aussi les symptômes, ça je crois que c'est l'affaire essentielle de ce livre, de nos vies, et puis des temps qui viennent. Il faut croire en l'inconsistance logique des destins, des sociétés, des civilisations, en leur incomplétude absolue. Il faut croire que les communautés sont toujours ratées, toujours foirées, et que si on croit l'inverse, c'est le type même de la bonne intention qui nous pave à tous les coups l'enfer. Et puis, l'histoire déjà écrite, la fatalité des choses, l'ordre des choses. C'est vrai que lorsque je repense à cette saison étrange quand même, où en effet j'ai cru dès le premier jour que le nom Kadhafi était inévitablement destitué, et où la grande énigme pour moi, sur laquelle je reviens à de nombreuses reprises, c'est pourquoi il ne le comprend pas. Pourquoi lui ne le sait pas? Ça me semble si clair. Et lui ne le sait pas. Pourquoi? Là, ce qui vraiment nous a animés, je dis nous parce que c'est un livre de l'écrivain que je suis, mais c'est une aventure que nous avons menée à quelques-uns. Et je les ai nommés tout à l'heure. Gilles Herzog au premier chef, mais Marc Roussel, François Margolin, je ne sais pas s'il est là. Ce qui nous a animés de bout en bout, c'est cette idée complètement folle. En gros, pour le dire très simplement, que des individus peuvent soulever des montagnes. Alors, des individus, surtout quand ils sont chefs d'État, bien sûr, quand ils sont ministres, mais même quand ils sont des citoyens missionnés par nul autre que par eux-mêmes, ne tenant leur mandat que de leur inconscience, comme nous l'avons fait, gardant vis-à-vis des pouvoirs, et notamment du pouvoir de notre pays et du pouvoir libyen, une liberté constante et totale. C'était le pacte explicite, et avec les Libyens, et avec les Francs, et avec Sarkozy. C'était qu'à tout instant, je reprenais mes billes si je voulais. J'étais pas un conseiller, j'étais pas un souffleur. Tout au plus étions-nous des éléments précurseurs, des scouts de ce corps à corps là entre les signifiants morts
et ceux qui commençaient de pointer, de se dessiner. Et vraiment, ce qui nous a animés, c'est cette conviction-là. Je me souviens d'un temps où nous pensions, où je pensais en tout cas, que les classes étaient le moteur de l'histoire, et puis que les peuples étaient le moteur de leur dialectique. Je crois aujourd'hui que l'affirmation de quelques noms, ne cédant pas sur leurs désirs, refusant les mandats dans lesquels on prétend, on voudrait les enfermer, qu'en effet, ça dérègle le réel et ça le fait advenir autrement. C'est cette espèce d'illusion, mais qui ne l'était pas tout à fait, qui l'était en partie d'ailleurs, mais on le savait, d'où les doutes constants, bien sûr, qui a été le moteur de cette aventure et qui est le ressort secret, mais là dévoilé, de ce livre de bout en bout. Voilà, cher Jacques Alain, est-ce que mes réponses vous satisfont? Nous allons continuer les questions. Et dans le plan que nous avons établi, c'est Jean-Claude Milner qui maintenant prend la parole. Je salue l'arrivée parmi nous de Hubert Védrine, qui avait annoncé qu'il viendrait un peu plus tard. Je le remercie d'être là. Jean-Claude. Je voudrais tout d'abord présenter mes excuses auprès de mes co-participants et à l'égard de la salle. Je serais obligé de partir assez vite après l'échange que j'aurai avec Bernard. Ce sont des difficultés purement de santé. J'aurais souhaité parler du livre de Bernard-Henri Lévy comme du beau livre qu'il est, c'est-à-dire, par exemple, exhiber ce qui me semble être une architecture cachée, montrer comment une telle scène du début répond à tel développement des parties finales, montrer en quoi ce livre s'oppose radicalement à Malraux et à Lawrence, en ceci que Malraux et Lawrence se présentent comme n'étant nés de personne, alors que Bernard-Henri Lévy se présente comme quelqu'un qui est né de quelqu'un et de quelques-uns. Et c'est à mes yeux ce qui fait l'écho entre ce livre et Chateaubriand, où la figure paternelle, la figure familiale est si importante. Mais je m'en tiendrai à la question de la guerre telle qu'elle m'a retenu dans ce livre. Il est tout à fait frappant que Bernard-Henri Lévy place au centre de ses propos autour de la guerre, la notion de guerre juste. Il renvoie même un livre récent de Monique Canto qui a synthétisé, balisé la question philosophique et de l'histoire de la philosophie de la guerre juste. Je n'entrerai pas dans l'aspect technique, philosophique de la notion de guerre juste, mais j'en ferai valoir la force dans le livre de Bernard-Henri Lévy, la force d'opposition à une autre notion qui lui est chère et qu'il a développée, qui est la notion des guerres oubliées. Il a écrit un livre qui s'intitule « Les guerres oubliées », mais d'un certain point de vue, on pourrait dire que les guerres oubliées auront été
sous sa plume en tout cas, un des phénomènes majeurs de la fin du XXe siècle, et peut-être de la fin du XXe siècle en tant que le XXIe siècle n'avait pas encore tout à fait commencé. Les guerres oubliées, ce sont des guerres qui, je ne dis pas qu'elles ne soient pas des guerres justes, mais où la question n'est pas posée, ou si elle est posée, n'arrive pas à se faire entendre. Par opposition à quoi on discerne la volonté absolue dans le parcours de ce livre de faire en sorte que la guerre de Libye, appelons-la de ce nom pour aller vite, que la guerre de Libye ne soit pas une guerre oubliée et qu'on s'en souvienne comme d'une guerre où la question de la guerre juste est posée. Et les deux dimensions se coappartiennent. Que la question de la guerre juste soit posée, et cela qui fait que cette guerre ne sera pas oubliée. Le deuxième facette du mouvement m'a paru être la tentative de construire une doctrine moderne de la guerre juste, puisque la doctrine de la guerre juste est ancienne, remonte au moins au scolastique, construire une conception moderne de la guerre juste, et en fait, une tentative pour réconcilier, combiner la théorie de la guerre juste, une guerre juste est possible, et la théorie clausewitzienne de la guerre. La guerre et la politique continuée par d'autres moyens. Pour que l'intersection puisse se construire, il faut pouvoir supposer une politique dont la guerre juste soit la continuation, c'est-à-dire une politique telle qu'elle ait pour terme primitif non pas la question du pouvoir, mais la question de la justice. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut que cette politique, dont la guerre est la continuation, il faut que cette politique pose la question d'un droit. Et non seulement il faut qu'elle pose la question d'un droit, et qu'elle pose la question de la justice, mais il faut qu'elle la pose de telle manière qu'il soit répondu à l'objection qui n'est pas mentionnée dans le livre, mais qui est présente, qui est l'objection de Simone Veil. Vous connaissez la phrase de Simone Veil, « La justice change de camp dès qu'il y a victoire ». Autrement dit, quelque juste que soit la guerre, elle cesse de l'être dès qu'elle est gagnée. Et s'il en est ainsi, si Simone Veil a raison, alors il n'y a jamais de guerre juste qui puisse être maintenue. La justice est, comme elle le dit, une fugitive. Et tout le livre essaie de montrer que la justice n'est pas une fugitive, parce qu'elle n'est pas captive. Elle n'a pas à s'échapper. S'il y a donc une guerre juste, il faut que la justice survive à la victoire, et c'est rendu possible si le droit qui fonde la justice de la guerre survit lui-même à la victoire. Or, en fait, ce que je déchiffre dans la réflexion, et là c'est une réflexion proprement philosophique de Bernard-Henri Lévy, ce que je déchiffre, c'est que, à ses yeux, il y a au moins un droit, et peut-être n'y en a-t-il qu'un seul, qui ne change pas de camp. Après la victoire, c'est le droit des opprimés face à leurs tyrans. Et pourquoi ne peut-il pas y avoir changement de camp? C'est parce que le tyran est en tant que tel toujours hors droit. C'est absolument la conception platonicienne. Autrement dit,
quel que soit le sentiment d'horreur ou de pitié ou de terreur que suscite la vue du cadavre de Kadhafi exécuté sommairement, ça ne constitue pas Kadhafi en figure de la justice. Ça ne constitue pas comme sujet d'un droit. Le droit n'a pas changé de camp avec la victoire remportée sur Kadhafi. Et ça, ce n'est possible que parce qu'il s'agit d'un tyran qui est, en tant que tel, hors droit. Alors, une question que je poserai au passage, c'est est-ce la seule possibilité ou avez-vous en tête d'autres possibilités où, en quelque sorte, la justice de la guerre survive à sa propre victoire? J'ai parlé de la politique, j'ai évoqué la nécessité, si une guerre juste doit être une guerre clausewitzienne, qu'une guerre juste puisse être la continuation d'une politique fondée sur la justice. Et là, je vais faire un saut dans, disons, l'empirique. Je n'ai pas posé la question de la possibilité transcendantale, de la légitimité d'une politique fondée sur la justice. Je vais poser une autre question. Je veux dire, supposons qu'une politique donnant lieu à une guerre, autrement dit une politique extérieure, puisse être fondée sur la justice et non pas sur la conquête du pouvoir, à quel type de puissance est-elle possible? Ma réponse, elle est très simple. C'est possible à une puissance moyenne. Autrement dit, je relis Maurras, qui est l'étranger, de manière anti-maurassienne. Ça n'est possible qu'à une puissance moyenne, c'est-à-dire une puissance qui a d'un côté un certain nombre de moyens qui lui permettent de mener une guerre, mais pas assez de moyens pour espérer, grâce à cette guerre, augmenter son propre pouvoir. Donc la seule guerre clausewitzienne que puisse mener une puissance moyenne est une guerre qui a pour objectif une guerre juste. Et comme la seule guerre juste, ou en tout cas c'est l'hypothèse que je forme, la seule guerre juste, ou l'une des seules guerres justes, c'est la question que je posais à l'instant, c'est la guerre qu'un peuple opprimé mène contre un tyran, la seule guerre que puisse mener une puissance moyenne, qui soit une guerre juste, c'est de contribuer à abattre un tyran. Et réciproquement, seule une puissance moyenne peut mener une telle guerre, puisqu'une superpuissance mène une guerre qui, qu'elle le veuille ou non, va toujours conduire à accroître son pouvoir. Et alors là, si le pouvoir s'est accru, l'objection de Simone Veil apparaît. Le dernier élément qui donnerait lieu à un commentaire de ma part et qui va donner lieu, non pas à un commentaire, mais à une question, c'est le sentiment que j'ai que votre livre est en fait traversé par deux figures de la guerre, pas une seule. Il y a d'un côté, la plus explicite, la plus visible, qui est la guerre juste, la guerre menée par des opprimés contre un tyran. Cette guerre-là, c'est la guerre d'un droit contre un non-droit, le tyran étant la figure du non-droit absolu. Ce qu'il y a à dire sur ce type de guerre, vous le dites, j'en ai repris quelques éléments, j'ai un peu développé, mais il y a une autre figure qui apparaît fugitivement, mais en un point à mes yeux fondamental de votre livre. C'est la guerre qui n'est pas la guerre d'un droit contre un non-droit,
c'est la guerre d'un droit contre un autre droit. Et cette figure-là de la guerre apparaît dans l'entretien que vous avez avec le ministre israélien Lieberman, et elle réapparaît dans les dernières pages du livre. Vous affirmez et vous le dites, la guerre qui, depuis des années, se poursuit entre les Juifs et les divers peuples musulmans n'est pas la guerre d'un droit contre un non-droit, c'est la guerre d'un droit contre un autre droit. Vous insistez sur le fait qu'à vos yeux, le droit d'Israël est aussi légitime que le droit de chaque peuple arabe pris isolément. J'insiste sur prise isolément. C'est-à-dire que vous ne raisonnez pas, et c'est même un des axes du livre, si on avait le temps, on en parlerait, vous ne raisonnez pas en termes de peuple arabe au singulier ou de nation arabe au singulier, c'est peuple par peuple, et c'est pour ça, par exemple, que la question de la partition de la Libye suscite de votre part une indignation. La Libye doit exister comme un peuple autonome, comme c'était la question pour les Balkans. Je dirais que votre livre n'affirme pas, mais laisse entendre que la guerre d'un droit contre un non-droit et la guerre d'un droit contre un autre droit sont deux guerres de nature radicalement différente. Mais en même temps, vous nourrissez l'espoir que l'on peut combler l'hiatus entre ces deux types de guerres. Et je dirais même que ce que l'on perçoit, ou ce que moi j'ai perçu dans votre livre, c'est que ce qu'on appelle le printemps arabe, propose ce type de circonstances exceptionnelles qui pourraient conduire à combler le précipice, l'hiatus, entre ces deux types de guerres. Les peuples musulmans, en l'occurrence un peuple musulman, à savoir le peuple libyen, est impliqué dans une guerre juste. L'ombre d'Israël y passe. Pas simplement à cause de l'entretien que vous avez avec Lieberman, pas simplement à cause de la peur qu'il exprime à l'égard de ce qui peut se développer dans le Proche et le Moyen-Orient à la faveur du printemps arabe, mais aussi parce que il y a une inscription anti-juive qui apparaît sur un mur et que vous faites effacer. Mais bien entendu, vous avez à la faire effacer. Ça veut dire qu'elle était là. Je dirais que l'espoir que vous faites apparaître, que vous semblez nourrir, c'est que chaque peuple qui gagne dans une guerre juste au nom de son propre droit se met en position de pouvoir reconnaître le droit d'un autre peuple. Autrement dit, si une guerre juste est gagnée, et plus il y aura de guerres justes qui seront gagnées, et plus il y aura de guerres justes qui seront gagnées au sein des peuples arabes, plus la possibilité de combler le gouffre qui sépare la guerre d'un droit contre un non-droit et la guerre de deux droits, plus le gouffre qui sépare la guerre d'un peuple contre son tyran et la guerre qui oppose le peuple israélien ou le peuple juif, si vous préférez, je préférerais moi dire peuple israélien en l'occurrence, le peuple israélien contre l'ensemble, mais non pas collectivement, distributivement, des peuples arabes ou des peuples musulmans, ce gouffre qui sépare les deux types de guerre pourrait être comblé. On est là en face de l'hypothèse d'un progrès qui me rappelle une figuration kantienne de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'idée que les deux types de guerre peuvent être en quelque sorte réconciliés
pour pouvoir, en quelque sorte, mener à leur logique extrême, leur point de logique extrême, chaque guerre juste que vous rencontrez. Voici mes questions. Je voudrais retenir Bernard de faire sa réponse. Simplement parce que j'ai mesuré que vos réponses étaient amples, ce dont nous vous remercions d'un côté, mais d'un autre côté, je suis informé par Hubert Védrine qu'il a des contraintes d'horaire, ce qui fait que je ne sais même pas si je peux vous dire pour 3 minutes je vous donne le micro. Ça c'est peut-être vous pourrez répondre aux deux simultanément. Vous êtes le maître ici. En tout cas, non. J'ai besoin de 10 minutes. 7-8. Mais tu es plus pressé que ça. Alors allons-y, je répondrai. C'est trop facile. C'est pas en même temps. Oui, Est-ce que ça embrouille la réponse de répondre aux deux en même temps? Non. Non. Bon. Je pense que les types d'interpellations seront assez distinctes pour que je dénoue assez vite ce possible brouillage. Bon, d'abord, excusez-moi, il y a un problème d'emploi du temps. En fait, j'ai une autre obligation. Je suis venu passer un trop bref moment avec vous. Je ne peux pas rester longtemps, donc c'est pas un caprice de dernière minute. Et c'est pas que je manque d'intérêt pour ce qui vient d'être dit, ce qui va être dit après. Et excusez-moi par avance de partir après la réponse que Bernard fera aux deux interventions si différentes et que vous allez entendre. Bon, pourquoi je suis venu? Moi, je suis pas tout à fait de la même chapelle. Je veux pas parler la même langue, mais vous êtes polyglotte ici. Et je suis venu parce que l'invitation de Jacques-Alain Biller, venu par Alexis Lacroix, m'a intéressé compte tenu du sujet, parce que Bernard a insisté et que nous avons depuis longtemps à la fois beaucoup de désaccords et en même temps beaucoup d'amitié, de respect mutuel et beaucoup d'intérêt dans le dialogue. À moins qu'on ait d'ailleurs un désaccord global et beaucoup d'accords concrets, je ne sais pas dans quel sens il faut prendre les choses. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une occasion et je vais vous apporter un point de vue qui est un élément différent, complémentaire, et je vais commencer par mes désaccords. Ça sera plus facile de continuer par les points d'accord et pourquoi je me retrouve dans cette affaire, dans cette séquence, dans cette affaire de Libye. Pourquoi je me retrouve à être d'accord. Et je ne vais pas parler spécialement du livre que j'ai lu. C'est une vision personnelle, magnifique, émouvante, intéressante, littéraire, qui se veut épique. Il y a des passages, d'ailleurs Bernard, tu en parlais tout à l'heure, toi-même les passages sur ton grand-père sont extraordinaires, mais je ne dis pas ça pour dire que le reste n'est pas intéressant. Hein. C'est quand même un passage étonnant. Et je vais parler tout de suite du fond. Dans les désaccords, tout de suite, je le dis ici, moi je ne suis pas d'accord avec les attaques sur Juppé. Je pense sur Alain Juppé, comme Jean Daniel, comme beaucoup d'autres, que c'est un homme remarquable, estimable, respectable, que c'est un très bon ministre, et qu'en plus, je pense qu'il a joué un rôle vraiment utile dans une mécanique qui n'apparaît pas dans le récit, parce que c'est pas le parti du livre d'ailleurs, donc il n'y a pas à critiquer le livre, mais il n'est pas complet sur ce plan. Il a joué un rôle déterminant pour que la résolution passe au Conseil de sécurité au titre du chapitre 7 qui légitime l'emploi de la force par les Nations Unies. C'est extrêmement rare. C'est en général bloqué par un veto de l'un ou l'autre des détenteurs du veto, en général la Russie ou la Chine ou les États-Unis. Bon, donc je suis pas d'accord là-dessus. Je suis toujours pas d'accord, mais c'est pas le sujet de ce soir, avec les quelques évocation que tu fais au passage de Mitterrand, donc je suis toujours pas d'accord avec la façon que je trouve décalée, incomplète, anachronique, etc. des mentions Mitterrand, Yougoslavie ou autres, mais c'est pas le sujet là. Donc je développe pas. Le désaccord central, il est que moi j'ai toujours été mal à l'aise avec le droit d'ingérence. Et j'ai d'ailleurs là aussi un débat à la fois amical et très ancien maintenant, fatigant à force d'être ancien, avec Bernard Kouchner notamment, mais aussi Bettati. J'ai toujours contesté ça, j'ai pensé que nous n'étions pas en mesure de nous accorder ce droit, encore moins ce devoir d'ingérence.
J'ai toujours été gêné par la ressemblance très grande avec ce que l'Occident a fait depuis très longtemps. D'ailleurs, un jour, j'avais envoyé à Bernard Kouchner une carte postale de moi devant la statue d'Urbain II à Clermont-Ferrand pour lui dire que c'était lui l'inventeur du droit d'ingérence et pas Bernard, justement. Le pape de la première croix. Il m'avait dit oui, et alors bon. Donc j'ai un désaccord avec ça. J'ai trouvé que les défenseurs sincères, convaincus du droit d'ingérence n'avaient jamais réussi à répondre de façon convaincante. Le droit, on a le droit de s'ingérer. Qui a le droit de s'ingérer où, pour faire quoi, au nom de quoi, etc. Donc c'est toujours resté dans un flou complet, qui était un flou à la disposition des puissances du moment. On trouve un peu ce débat, c'est pas exactement le débat sur la guerre juste, mais enfin il le traverse à plusieurs reprises. Donc j'ai eu un désaccord ancien là-dessus, mais ça ne veut pas dire que j'étais opposé à toute forme d'intervention, ça dépend du contexte. Donc il y a quand même un contexte de désaccord philosophique, ou sur des personnes, plus l'aspect incomplet, parce que dans cette affaire de Libye, il s'est joué beaucoup de choses dans ce que tu racontes avec un talent incomparable. Et il suffit de voir comment tu envoûtes les gens qui t'écoutent, quand tu es saisi de cette conviction portée par une rencontre avec un destin, une histoire, un moment, mais il y a autre chose qui s'est joué. Alors, j'en viens à des éléments où nous nous retrouvons. Et comment peut-on se retrouver après un tel préambule? Je me retrouve parce que, dans l'affaire de Libye, à un moment donné, d'abord il y a eu des insurgés, le courage des insurgés. Ils ont lancé des appels à l'aide. Déjà, dès le début, assez différent de ce qui est dit par les Syriens, par exemple. On verra tout à l'heure que il n'y a pas de situation comparable. Les gens se plaignent toujours qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Il y a 50 poids, 50 mesures dans la réalité du monde. Appel de Benghazi, relayé par le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, très largement par les Qataris. Enfin, c'est un des Émirats arabes de la région. C'est considérable, parce que ça a créé une situation au sein de la Ligue arabe, à un moment où Amr Moussa était encore secrétaire général de la Ligue arabe, qui fait qu'ils ont eu le courage à un moment donné de lancer un appel. Ce qu'ils n'avaient jamais fait. La Ligue arabe n'a jamais existé, c'est un leurre complet. Bon, ils ont lancé un appel pour la protection et pour que le massacre n'ait pas lieu. Et le massacre était crédible, la reconquête était en marche, Kadhafi et son système avaient encore des moyens considérables, des moyens militaires, des troupes bien formées, de l'argent, la volonté, la vindicte, l'annonce par Kadhafi, ou en tout cas son fils, que des rivières de sang allaient couler, et c'était crédible venant de ça. Donc on était dans un moment où ce massacre était annoncé, il était possible. C'est pas comme des massacres affreux qu'on découvre après, ou parce que les choses n'ont pas tourné comme prévu. Enfin, c'était vraiment programmé, en quelque sorte. Donc, à un moment donné, la conjonction entre l'imminence du massacre, son annonce, et d'autre part un mouvement extrêmement courageux de la part de quelques responsables arabes qui ont été contre l'apathie habituelle, lâcheté commune, etc., et qui ont lancé ces appels, ça a créé une situation où le travail de la diplomatie française en premier, donc Juppé, mais aussi la diplomatie britannique, ne l'oublions pas, appuyée par plusieurs diplomaties arabes, ont réussi à saisir le très bref moment où la Russie et la Chine étaient sidérées, au sens propre du terme, sidérées par la prise de position arabe, et n'ont pas osé mettre le veto. Il y a 5 membres permanents, ils ont le veto. Il y a très peu de résolutions. Chapitre 7, la dernière vraie complète, c'était quand l'Irak avait envahi et annexé et fait disparaître le Koweït. Donc unanimité, y compris de l'URSS, ce que Saddam Hussein, dans son idiotie, n'avait pas compris. Et là, donc, il y a un moment, mais qui a duré très peu de temps. Et s'il n'y avait pas eu le travail de ce système qui est pas assez considéré, qui n'est pas assez salué, c'est toute une série de gens dont on connaissait même pas les noms, ils sont pas connus, ils sont pas écrits, des noms de diplomates, de représentation permanente auprès des Nations Unies, le travail avec les autres pays participants, le travail sur une résolution, le fait qu'on passe d'une couleur à l'autre dans les papiers successifs. Bon, il y a eu un travail très très bien mené, et au moment décisif, la résolution est passée. 2-3 jours après, c'était pas possible, il y avait un veto. Soit russe, soit chinois. 2-3 jours avant, c'était trop tôt. Bien sûr, on pourrait dire, surtout quand on prend l'histoire dans le sens où tu la racontes, on pourrait dire qu'il fallait y aller quand même, mais à ce moment-là, c'est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi on mène cette guerre, pourquoi elle est juste malgré tout, et on se retrouve, même si la comparaison est désagréable, dans la position de Bush en Irak en 2003. L'Amérique y va. Donc, je veux dire, dans l'hypothèse où il y aurait eu veto.
Alors que là, il y a eu un moment tout à fait extraordinaire qui a été saisi, parce que tout ce qui a été décrit par Bernard et tout ce que j'ajoute maintenant, c'est conjugué pour permettre ce moment. Ça donne la résolution 1973, qui donne la légalité, donc la légitimité internationale à cette intervention. Après, il y a quand même une polémique, parce qu'il y a une polémique sur est-ce qu'elle est outrepassée, la résolution. Parce que la résolution parle de responsabilité de protéger. Et je voudrais rappeler à ce sujet que qu'est-ce qu'avait mis en marche au sein des Nations Unies la recherche d'un concept? C'était pour se débarrasser du concept de droit d'ingérence. Je vois encore Kofi Annan dans mon bureau à Paris, secrétaire général, disant il faut absolument qu'on dépasse ce terme. Je sais que c'est populaire à Paris, mais enfin, c'est populaire nulle part ailleurs, sauf quand tel ou tel petit peuple vraiment attaqué, menacé, en danger, l'utilise à un moment donné en espérant déclencher quelque chose. Bien sûr, on peut le comprendre. Mais comme concept fondateur ou refondateur de relations internationales, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver autre chose. Et il y a eu un travail de plusieurs années, inspiré par beaucoup de professeurs ou d'intellectuels canadiens, des tas de diplomates, qui aboutit à la notion qui retourne. C'est pas un pays qui décide qu'il a le droit, encore moins un pays qui décide qu'il a le devoir, parce que chez lui, l'opinion est mobilisée, ceci, cela. C'est une... Pour le coup, on peut servir du mot qui est en général faux et prématuré, communauté internationale, qui dit « j'ai pas le droit de ne pas agir ». Simplement, c'est pas... Oui, allez-y. Je poursuis mon raisonnement, mais allez-y. Vous avez utilisé le mot imminence du massacre, oui. Imminence de massacre. Alors, et juste à côté, vous êtes en train de dire que le fait que la communauté internationale, la France, vous reprochez en tout cas la part qu'ils ont pris sur cette guerre, mais à partir de... Non. Attendez, juste... J'ai rien reproché. Hein. J'ai décrit. Peut-être que je m'exprime mal, mais juste répondez à ma question. Merci. Quand vous dites juste imminence de massacre... Quand il y a imminence de massacre, oui. Tout le monde, en tout cas autour... Sur Benghazi, oui. Voilà, donc comment... s'il y a imminence de massacre, finalement, ce que la France ou ce que l'Angleterre ou tout ce que ces gens-là ont fait est légitimé. Comment est-ce que en fait vous pouvez, en fait vous n'êtes pas très cohérent dans ce que vous dites parce que vous reprochez ce que ces pays-là ont fait pour la Libye. Enfin, moi, je peux vous en parler parce que mon oncle vit en Libye depuis 30 ans. Attendez, j'ai rien reproché. D'accord, mais alors laissez-moi finir là. Parce que ça serait dommage qu'on ait un échange long sur la base d'une incompréhension infondée. Parce que je n'ai rien reproché. J'ai décrit un moment particulier. C'est d'ailleurs à partir de ça que, malheureusement, je pense que c'est pas évident à reproduire dans d'autres cas, puisque les mêmes circonstances ne se présentent pas. Et le moment particulier, c'est la conjonction de ce que Bernard raconte avec son talent inimitable, je le répète, et d'autre part de la mécanique que j'ai décrite, qui fait qu'à un moment donné, à cause des menaces de Kadhafi et de son fils, de l'appel des insurgés, puis la Ligue arabe, etc., à un moment donné, il y a une situation qui fait que cette résolution précieuse pour légitimer une intervention par la suite peut passer sans veto. Je répète, c'est très très rare que ça passe sans veto au titre du chapitre 7. Qui est le droit d'ingérence légal, c'est le seul en fait. C'est le seul droit d'ingérence légal, légitime, organisé dans la Charte des Nations Unies. Donc il y a eu ce moment. Après, évidemment, quand il a fallu commencer à intervenir dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger les populations, ça a dépassé la zone d'exclusion aérienne. Et les Russes qui n'avaient pas mis le veto, les Chinois qui n'avaient pas mis le veto, ont commencé à râler, à protester, soit par hypocrisie, soit pour des raisons de politique intérieure, ça existe aussi. Au sein de pays arabes, il y a eu un peu de tangage. Mais moi, ça ne m'a pas gêné, donc je reste sur ta ligne, là, dans cette séquence-là, parce que oui, mais le monde est composé de 193 pays qui ne sont pas, qui ressemblent pas ici à cet arrondissement. C'est des gens différents. Bon, et on a besoin, si on veut fonctionner sur la base de la légalité internationale, de saisir les moments où la résolution est possible. Donc après, moi j'ai défendu l'idée que on aille assez loin, sauf dans l'invasion terrestre qui n'a pas eu lieu. Un peu de force spéciale, pas beaucoup. J'ai défendu l'idée qu'on aille jusqu'au bout, parce que, compte tenu du comportement de ce régime, c'est clair que la responsabilité de protéger les populations ne pouvait pas s'arrêter au milieu. Ce régime aurait pu avoir une attitude différente, bien sûr. Et à ce moment-là, les partisans de la résolution auraient été embarrassés. Mais il s'est comporté de telle façon qu'il y avait une logique consistant à aller jusqu'au bout, et ce régime ne voulait aucune concession, aucun compromis. Donc,